point des idées. On se retrouve comme chaque semaine avec Étienne Gernel, le directeur du Point. Bonjour Étienne. Bonjour Sonia. Nous avons le privilège de recevoir cette semaine l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Yes. publiez chez Grasset votre 9e ouvrage, un livre politique, mais aussi, on va le voir, intime. Pas une goutte de sang français, une formule empruntée à Romain Gary. Et ajoutez-vous avec lui, mais la France coule dans mes veines. On vous découvre, Manuel Valls, dans ce livre pétri de culture française depuis l'enfance. On va y revenir. Et vous racontez dans ce livre que vous ne vous êtes peut-être jamais senti autant français qu'en étant allé vivre à Barcelone. La France, plus on la quitte, plus on l'aime. Oui, c'est d'ailleurs un sentiment que, j'en suis convaincu, partagent beaucoup de nos compatriotes tout au long de l'histoire, qui, pour différentes raisons, professionnelles, personnelles, des exils aussi, à un moment, s'éloignent de la France. Et non seulement leur patrie, leur pays leur manque, mais aussi au fond un mode de vie, une culture, une langue, un art de vivre, une manière d'être. Donc j'ai ressenti, même si je revenais régulièrement, tout simplement pour voir ma mère et mes enfants et mes amis qui me sont chers, mais l'éloignement, le fait de ne pas y vivre au quotidien, de ne plus exercer évidemment de responsabilité d'élu au gouvernement, voilà, oui, la France me manquait. Et moi qui ai appris à être français, grâce à mes parents, grâce à l'école, à travers ma naturalisation, ce fut un long processus, j'ai ressenti non seulement l'éloignement, combien la France me taraudait, mais combien j'étais aussi français. Alors vous parlez énormément de culture dans ce livre. On apprend que votre père, peintre, avait refait les vitraux de la Sainte-Chapelle, que vos parents recevaient à la maison Jankélévitch, Simone Signoret. Vous nous parlez de Romain Gary, de Jules Romain, de Tolstoï, d'Apollinaire. Alors c'est très curieux parce que jusqu'à présent vous avez assez peu parlé de ces sujets culturels, un petit peu comme ça, mais pas énormément. On voit bien qu'il y a deux écoles. Il y a l'école Macron, qui parle beaucoup de culture, hein. Si on était méchant, on dirait il l'étale. Et puis il y a l'école Chirac, qui lui cachait sa culture. Mais en politique, en France, il faut faire comment? Il faut montrer sa culture ou il faut la planquer comme le faisait Chirac? Nous avons eu des chefs de gouvernement ou des présidents de la République qui étaient des hommes de culture, Léon Blum, le général de Gaulle, Pompidou, bien sûr, et la poésie, François Mitterrand, bien sûr, qui aurait aimé sans doute être écrivain avant tout, peut-être par pudeur. Premier ministre, je me suis honoré d'augmenter de nouveau. Il avait baissé pendant 3 ans le budget de la culture, et notamment celui du spectacle vivant. J'ai sauvé le régime des intermittents du spectacle, mais peut-être par pudeur, parce que très vite, aujourd'hui, on décrypte cela comme de la communication politique. Tiens, il veut démontrer qu'il sait lire, ou qu'il aime la musique, ou qu'il aime la peinture. Non, moi, j'ai vécu toujours dans l'univers des livres, bien sûr. Il n'y avait pas de télévision chez moi, chez mes parents, depuis Jules Verne, en passant par Martin Dugard, Stéphane Zweig, jusqu'à Kundera, bien évidemment. J'ai vécu toujours dans cet univers, grâce à l'école, bien sûr, mais surtout grâce à mes parents. La peinture, bien sûr. Mon père était un artiste peintre, et vous avez raison, nous allions en pèlerinage visiter la cathédrale de Chartres ou la Sainte-Chapelle, là où il avait restauré des vitraux. Bien sûr, à Marcillac, là où repose Edmond Michelet. Mon père a réalisé les 3 vitraux de cette magnifique chapelle au cœur de la Corrèze. Et puis la musique, parce qu'elle était toujours présente. C'est mon univers, c'est tellement naturel que d'une certaine manière, je n'ai pas envie d'en parler, sauf quand je parle de ma vie, de la manière dont j'ai appris à être français, de la culture qui est, au fond, ce qui fonde notre civilisation européenne. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des hommes politiques qui parlent de culture aux Français ? Oui, bien sûr. Et en plus, je pense que la France, c'est beaucoup de choses. C'est une magnifique idée, c'est une langue, ce sont des idées, c'est une culture. Il y a une passion du livre dans notre pays. Beaucoup de responsables politiques écrivent bien des biographies ou sur leur vie, voire même des romans. Mais c'est très important de dire à nos compatriotes, et notamment aux Français et les plus jeunes, lisez, parce que c'est un moyen d'évasion. Je n'ose pas dire plus important que la télévision, parce que je suis sur votre plateau, mais nous faisons le point des idées. Mais c'est l'occasion, au fond, de s'évader à travers l'histoire, la poésie, qu'on ne lit plus beaucoup, à travers les romans, qui, au fond, racontent tellement sur ce que nous sommes. Et la civilisation des écrans que décrit Gérald Bronner,
Il parle d'apocalypse cognitive, ça vous fiche la trouille? Oui et non, pour mille raisons, mais on comprend la trouille que vous évoquez. Je remarque que pour le moment, cette révolution digitale numérique que nous avons connue, même si elle pose des défis économiques majeurs au monde culturel, mais n'a pas été fatale au livre. Bien au contraire, on a annoncé que le livre tel qu'on peut le toucher, hein, le prendre, le feuilleter, l'écorner. Oui, on a dit la même chose de la souligner. presse écrite, ça n'a pas marché. Oui. Et donc du coup, la lecture reste quand même là, un moyen d'évasion incroyable. C'est pour ça que je parle beaucoup du roman. Je parle de ce très beau livre qui est un de mes livres de chevet d'Alain Finkielkraut il s'appelle Le cœur intelligent, où il évoque ses auteurs préférés et les romans préférés de ces qui considère pour lui vraiment son univers, sa bibliothèque, son panthéon personnel, la plaisanterie de Kundera, l'origine de Saint-Mamour de Conrad, les livres de Latache, de Philippe Roth, il y en a d'autres. Donc et moi j'ai besoin du livre. J'ai besoin de lire plusieurs livres en même temps, et jamais par exemple 3 essais politiques ou historiques en même temps. Il faut toujours qu'il y ait un roman et de l'évasion. Mais alors de l'évasion, si on revient dans le combat d'aujourd'hui, vous avez été très tôt, vous avez parlé de ces sujets d'islamisme, d'islamo-gauchisme, d'antisémitisme. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas réussi à l'époque à vous faire entendre de la gauche, parce qu'on vous a traité de tous les noms? On continue d'ailleurs un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, personne, ou si peu de gens vous ont entendu quand vous parliez de ça? Parce que ces questions-là posaient en effet des défis considérables à la gauche, notamment parce que l'antisémitisme ne venait plus de l'extrême droite, c'était plus cet antisémitisme moderne, né au XIXe siècle, avec les écrits à succès d'ailleurs de Drummond. Ça n'était pas l'antisémitisme. La France juive était abominable. Ça n'était pas l'antisémitisme du pétainisme et des lois scélérates anti-juives de Pétain et de Laval. C'est un antisémitisme qui n'est pas, on l'a appelé nouvel antisémitisme, c'est le même antisémitisme de toujours, qui a surgi sans aucun doute, et Aaron et Yankelevitch ont écrit des choses définitives sur le sujet après la victoire d'Israël. Oui, vous citez Yankelevitch. En 1967. C'est très important que vous rappeliez cette phrase. Il écrivait la permission, l'antisionisme, c'est la permission d'être démocratiquement antisémite. Voilà, c'est parce que cet antisémitisme naît essentiellement du conflit israélo-palestinien, et il est porté d'abord par le monde arabo-musulman, à travers les chaînes de télévision, les paraboles, ensuite Internet, et il s'étend, il se répand dans les quartiers populaires. Et puis il y a cette jonction incroyable et terrible, et c'est pour ça que j'ai mené un combat contre ce que j'appelle la haine, celle de Dieudonné, où on trouve les néo-nazis, Soral, Dieudonné qui vient de la gauche, qui est soi-disant un humoriste, qu'il a été incontestablement à succès, mais antisémite, remplissant des zéniths entiers, avec des publics d'ailleurs très divers, et une partie de l'extrême gauche, voire de la gauche, qui accompagne ce mouvement par haine d'Israël, serait disant antisioniste, mais derrière il y a évidemment l'antisionisme et la haine des juifs qui, j'ouvre des guillemets, dominerait le monde. Donc c'est quelque chose qui a, on l'a vu notamment au sein du Parti travailliste britannique, qui a détruit des valeurs de gauche, et donc du coup une partie de la gauche a eu du mal à le dénoncer parce que ça venait de la gauche, et moi j'ai considéré à l'époque qu'on ne pouvait pas se taire. Vous avez parlé dès 2016 de ces deux gauches irréconciliables. À l'époque, la gauche se divisait sur la politique économique, sur la politique européenne, sur le terrorisme. Aujourd'hui, elle se déchire sur les réunions en non-mixité, entre autres. Mais on a beaucoup parlé de ça récemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe à gauche ? Mais, puisque nous parlons d'idées ici, il faut au fond revenir, ce que j'explique dans le livre, en parlant de ma relation avec le Parti socialiste, dans un chapitre un peu triste, un peu nostalgique, sévère parfois, adieu Solferino, la rue de Solferino bien évidemment. C'est par paresse en grande partie que la gauche a sombré.
après la chute du mur de Berlin, bien sûr, elle a pensé, comme d'ailleurs les libéraux, que l'histoire était finie, parce qu'elle n'a pas... C'était difficile, bien sûr, vu toutes les conséquences de la globalisation économique et numérique qui s'attaquait à l'État-providence, à l'État social et aux frontières, c'est-à-dire à la nation. Le surgissement, bien sûr, de l'islamisme, du djihadisme global, le 11 septembre 2001. La question identitaire et culturelle. Donc, elle n'a pas été capable d'intégrer ces questions. Elle pensait... Tellement de fois, ça m'a été reproché. Tu vas sur le terrain de la droite et l'extrême droite. Pas du tout. En plus, je pense que la gauche en France a construit en grande partie la nation française après la Révolution. Donc, le même reproche avait été fait à Clémenceau. C'est sur les mêmes reproches qui ont été faits à Clémenceau. C'est-à-dire, au fond, quand la gauche s'empare de la sécurité, de la protection de la nation, du patriotisme, de l'exaltation du patriotisme, elle est accusée, ces hommes ou ces femmes, ces républicains, sont accusés d'être à tort, bien sûr, sur le terrain de la droite ou de l'extrême droite. Donc quand on ne mène pas le combat d'idées, on perd. Et donc ça m'a été... La faute à qui? reproché. La faute à Terra Nova? Certains disent que c'est Terra Nova, le think tank qui s'est mis un peu sur les questions sociétales plutôt que les questions économiques. C'est des questions vraiment de fond, je pense que... Chevènement, à votre place, disait que c'était Foucault. Sans doute, il y a un peu de tout ça, une partie de cette gauche, mais il a une gauche aussi libertaire, libertaire. C'est un mouvement de fond qui a touché d'abord la social-démocratie. Donc une partie de la gauche est allée chercher donc son salut, voyant en plus que le prolétariat des ouvriers n'existait plus, dans un nouveau prolétariat qui serait incarné par les immigrés ou par les musulmans, vu d'ailleurs à tort comme une masse informe. Ce sont des groupes trotskistes, ça peut paraître étrange, au sein du Parti travailliste britannique, et d'où l'islamo-gauchisme que repère Taguieff. Et puis en France, c'est Plenel avec son livre pour les musulmans, et toute une partie de la gauche en plus, sous la pression de la culture américaine, et pas seulement, mais la cancel culture, toute une partie de la gauche, sous la pression de la culture américaine, considère qu'elle doit être plutôt une addition de minorités et que les valeurs communes, que la nation, que le plébiscite quotidien, si on reprend Renan, ne veulent plus dire grand-chose. Et ça crée une fracture, je crois, irrémédiable, parce que ça conduit en plus à des alliances terribles, c'est-à-dire une partie de la gauche est prête à excuser ceux qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo, des alliances avec une partie de l'islam politique ou avec l'islam politique, et donc ça conduit à des alliances et à une pensée qui rend en effet toute alliance, et donc impossible, et donc des gauches irréconciliables. Et la France, écrivez-vous, a l'ambition de parler au monde, ce qui d'ailleurs la différencie de l'Espagne, c'est en tout cas ce que vous dites. Mais est-ce que le modèle français n'a pas perdu la bataille? On voit encore le New York Times qui, récemment, a fait un papier à la gloire de l'UNEF en disant que c'était l'avant-garde. Est-ce qu'au fond, la France est assez puissante, sa voix porte assez dans le monde pour porter ce modèle universaliste, comme on dit, qui est le nôtre? Il le faut. Moi, ce qui me rassure, c'est que, à droite comme à gauche, on trouve des hommes, des femmes, des intellectuels qui défendent ce modèle universaliste, de Luc Ferry, en passant par Marcel Gauchet, Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, Jacques Julliard, et je ne les cite pas tous, on les retrouve souvent d'ailleurs dans votre hebdomadaire, mais pas seulement, il y a quand même cette pensée universelle qui est défendue. Et moi, je pense que cette pensée universelle, qui existe peut-être depuis toujours, mais évidemment qui a irrigué le monde, et l'Europe en particulier, tout au long du XIXe siècle, grâce à la Révolution française, mais aussi grâce à Napoléon Bonaparte, puis avec la Troisième République. Et ce modèle, il est là. Alors c'est une bataille culturelle, c'est une bataille d'idées. On l'a vu au fond, au mois de septembre dernier, après les attaques contre une église à Nice, bien sûr la décapitation effrayante et symbolique en plus de Samuel Paty, combien, y compris dans le monde, les choses commençaient à bouger. Mais on voit tout de suite qu'il y a une réaction. Non, je pense qu'il faut... Moi, je ne suis pas un décliniste. Je pense que l'histoire peut être tragique. Je pense qu'il y a des rapports de force qui changent. On voit que le XXIe siècle va être dominé par la confrontation politique, diplomatique, économique entre les deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis d'Amérique. Je pense que l'Europe est une civilisation culturelle avant tout, et que la France y a sa place pleinement, mais qu'il faut convaincre. C'est le travail des intellectuels, c'est le travail de la presse, bien sûr, librement, c'est le travail des politiques, mais il faut renouer aussi avec la capacité de se projeter, d'idées. C'est pour ça que, dans mon livre, avec peut-être le recul suffisant aujourd'hui, celui qui a exercé le pouvoir, qui a connu la popularité et aussi l'impopularité, mais de dire, c'est une bataille d'idées avant tout, c'est pas une petite bataille, c'est une grande bataille politique d'idées, et qui anime, bien sûr, les débats dans notre pays. Et quand on parle de déclin, quand vous voyez que la France est aujourd'hui le seul membre du Conseil
Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a pas réussi à fabriquer son propre vaccin, quand vous voyez les difficultés de l'Europe pour sa campagne de vaccination, vous vous dites quoi? Je crois qu'il y a une part de blessure dans l'orgueil national. La France ou son industrie pharmaceutique n'est pas réussi à fabriquer, entre l'Institut Pasteur et Sanofi, son propre vaccin. Je pense que le choix d'une espèce de mise au pot commun des vaccins au niveau européen était le bon choix. On verra, au fond, dans quelques mois où en est chacun. Oui, mais ça a été bien sûr une blessure. Et on voit que l'Europe, qui n'était pas faite pour ça, qui on a demandé de répartir les vaccins, est en grande difficulté. Mais nous n'avons pas d'autre choix, non pas que de continuer. Que de comprendre que notre autonomie stratégique, comme on dit savamment, c'est-à-dire notre capacité à fabriquer des médicaments, des vaccins, des batteries, des composants, sur l'industrie, sur l'innovation, sur la recherche, sur l'université, qui me semble être le grand sujet de demain dans la compétition de demain. Ce sont les sociétés intelligentes qui domineront le monde de demain. Notre capacité à investir dans l'économie, nous l'avons démontré, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite. Regardez ce qui se passe avec le plan Biden aux États-Unis. L'économie américaine risque de démarrer très vite, et c'est là où on risque de voir les inégalités entre d'un côté l'Europe et de l'autre côté les États-Unis et la Chine. Mais le déclinisme où le discours c'était mieux avant, c'est un discours désespérant qui nous empêche d'agir. Et moi, je suis certes aujourd'hui spectateur engagé, mais je suis engagé, donc j'ai envie de me battre pour l'Europe et pour la France, parce que nous avons... Voyez-vous, c'est pour ça qu'à travers la littérature, je parle d'une civilisation. Cette alliance entre la démocratie, l'économie de marché, l'État-providence, la culture, forme de nous une civilisation dont la base, ou dont les bases sont l'État de droit et le respect de la personne. Ça, je considère que ça nous donne quand même encore beaucoup d'avantages. Pardon, Manuel Valls, vous parlez notamment de Vargas Llosa, que vous connaissez, prix Nobel de littérature extraordinaire, et qui, dans l'appel de la tribu, mais d'ailleurs depuis toujours, fait le lien entre économie de marché et démocratie, en disant c'est indissociable. Est-ce que la gauche française a vraiment intégré l'économie de marché, dans les faits sûrement depuis 82-83, mais est-ce que dans son discours, elle a accepté ce fait de l'économie de marché? Non, il y a toujours, dans la gauche française, comme nécessité de l'état de droit. Il faut remonter à l'affrontement, et quelle bataille d'idées entre Clémenceau et Jaurès, entre ceux qui gouvernent et ceux qui privilégient l'unité de la gauche avant même de gouverner. Et c'est pour ça que Clémenceau est un homme d'État, et son nom se confond avec la gloire de la nation, mais c'est un républicain que je situe à gauche, même si avant tout c'est un Français et un patriote. Mais il y a un long remords du pouvoir, comme l'avait souligné Alain Bergugneau, Gérard Grimbert, où la gauche est fâchée avec l'exercice du pouvoir. Mais bien évidemment, il n'y a pas d'autre moyen que la démocratie pour vivre ensemble, et l'économie de marché et le système qui domine. Après, il y a la question de la régulation, de la lutte contre les inégalités. Ça, c'est une réalité, notamment de revenus, mais aussi de formation. Mais ça, moi, je suis convaincu que jusqu'à la fin de ma vie, je me battrai pour la France, pour les valeurs républicaines, mais d'abord et avant tout pour la démocratie, parce que c'est le seul moyen de vivre aujourd'hui en paix et d'éviter les confrontations, notamment identitaires. Alors, parmi vos références, outre Vargas Llosa, il y a, plus étonnamment, Gérard Depardieu, qui, écrivez-vous, aime la bouffe et la baise, mais sait aussi se montrer d'une infinie délicatesse. Pourquoi lui? C'est plutôt inhabituel comme référence pour un homme de gauche. Parce que d'abord c'est un immense acteur, et puis qui nous a accompagnés, qui accompagne les gens de ma génération depuis les valseuses. Moi je pense que les grands acteurs, c'est ceux qui sont capables d'avoir un registre étonnant, différent, éclectique, et parce que sa sensibilité, lui-même d'ailleurs se définit parfois comme un monstre, en tout cas avec des oppositions puissantes. Ce qu'il écrit dans ses livres est bouleversant, mais il est Cyrano de Bergerac, et Cyrano de Bergerac, c'est la France, y compris avec tous ses défauts, mais enfin, ce sont les Gascons, avec le verbe haut, mais la tirade finale, notamment la lecture de la lettre d'amour est à pleurer, et lui, il incarne Cyrano de Bergerac. Et il y a deux moments
qui sont bouleversants, c'est quand il chante Barbara, ou qu'il accompagne les chansons de Barbara, ou quand il récite à Notre-Dame Saint-Augustin. Et il fait la démonstration qu'il est l'homme de Châteauroux, d'une famille extrêmement populaire, qui a crevé la dalle. Il fait aussi la démonstration de sa sensibilité. Après, nous connaissons son histoire aussi, et ses excès. Mais c'est un acteur prodigieux. Vous avez parlé d'amour, vous en parlez d'amour dans ce livre, c'est assez rare. Vous parlez de Susanna, vous parlez d'amour, vous citez Aragon, tu me rends la soif et la faim. C'est un sujet pour une personnalité politique, l'amour, on peut en parler, c'est dans le débat public. Est-ce qu'on a quelque chose à dire quand on est homme politique sur l'amour ? Oui, enfin, comme chaque être humain, comme journaliste, comme vous deux, j'en suis convaincu, oui, parce qu'au fond, ce que je voulais dire, moi, c'est, je suis émerveillé, parfois on peut être effrayé, bien sûr, quand on regarde l'histoire de l'humanité ou des faits divers. Je suis toujours émerveillé parce que nous sommes, nous, les êtres humains, ces roseaux pensants, ces individus qui évidemment savent qu'ils sont mortels. Et ce livre, il y a un ami qui me le disait il y a quelques jours, et je crois qu'il avait raison, c'est un livre aussi, c'est comme ça que j'ai voulu, de sensibilité, où il y a parfois de la futilité, parce qu'au fond, une chanson populaire, la variété, un Vianney, un Depardieu, l'humour de Desproges ou de Blanche Gardin, ça fait partie de l'univers. Mais l'amour, qui est quelque chose de profondément intime, oui, il faut en parler. Et quand on prend le recul, quand on n'est plus dans l'action, on se dit qu'il y a des choses qui sont essentielles. Et la vie personnelle, intime, est, me semble-t-il, essentielle. On a une dernière question. Alors, on va essayer même d'en faire deux en 30 secondes. Si vous nous faites deux réponses de 30 secondes, vous parlez du destin aussi. Ce serait quoi une vie réussie, selon vous ? Moi, j'ai la prétention d'avoir en grande partie réussi ma vie, parce que ce jeune Espagnol naturalisé, qui n'avait pas du tout été préparé à cela, a occupé les plus hautes responsabilités. Mais d'une manière ou d'une autre, je veux contribuer à éviter que mon pays ne sombre dans le lepénisme. Et ça, c'est mon combat. Et je me battrai pour ça. Ça serait une forme déjà de réussite. Le reste. Alors justement, là, une question rituelle qu'on pose à nos invités. Certains prédisent des années folles pour la sortie de pandémie, et d'autres la guerre civile. Année folle, Movida, quand on est espagnol, on sait à peu près ce que c'est. Et vous en pensez quoi, Movida ? Qu'on a eu les deux. Guerre civile. On a eu les années folles et on a eu ensuite les guerres et peut-être même donc on pourrait avoir les guerres civiles. Si, je pense que l'histoire, elle est tragique et que tout est possible. Et ce qu'il faut rappeler, nous l'avons vu avec la pandémie, nous l'avons vu avec les crises financières, nous l'avons vu avec le terrorisme. Nous nous rendons pas compte que nous avons vécu 70 ans de paix. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire, sans guerre, après les guerres, avec l'Allemagne, avec la Prusse, avec l'Autriche, avec l'Italie, avec bien sûr l'Angleterre ou l'Espagne. Tout ça, évidemment, a changé, mais le monde peut toujours basculer. Donc, je pense que nous devons appréhender ce que nous sommes. Encore une fois, je le répète, une civilisation pour... pourquoi pas les folles années ou les années folles, mais pour éviter l'affrontement, la guerre civile, la haine, l'envie qui dévore, la rumeur qui dévore nos sociétés. Soyons peut-être davantage optimistes et fiers d'être Français. Merci beaucoup. Merci infiniment. Manuel Valls d'avoir été notre invité. Pas une goutte de sang français chez ces Grasset. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un autre livre politique, Impression et lignes claires, coécrit par un autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et c'est Gilles Boyer, son co-auteur et ancien conseiller politique, qui va nous rejoindre. À tout de suite.